Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau bilan de série. Ça commence à s'empiler, hein, ça. Je m'attendais pas à faire autant de séries réac que ça me paraissait pas quelque chose de naturel à faire régulièrement comme ça, et maintenant c'est un truc régulier, constant de la chaîne, et qui plaît à pas mal de gens. Donc je suis assez content de voir que ça a un peu pu s'incruster. En tout cas, ouais, Nadia et le secret de l'eau bleue, l'histoire de Nadia, descendante d'un peuple dont elle ignore les origines, rencontrera un jeune homme de son âge, donc autour de 14 ans, qui en passera pour elle et qui l'accompagnera dans toutes ses aventures, en rencontrant le Nautilus, un grand méchant qu'on voit pas forcément venir tout de suite, tout ça, c'est... Il y a un truc à dire pour commencer. Je suis déçu. Vraiment déçu. Parce que on m'a promis que Atlantide plagiait ce film et que je pourrais trouver des parallèles assez faciles à faire. J'ai quasiment rien trouvé. Sérieusement, quoi, je peux trouver des tas de parallèles, de structures, d'idées à faire entre le film Stargate et le film Atlantide, l'Empire perdu. Mais alors là, quoi, quelques idées, quelques petits détails visuels. Peut-être que ça a été un tout petit peu repompé, inspiré dans Atlantide, mais vraiment, c'est très minime. Moi qui m'attendais à me plaindre plus de ça, je suis déçu. Hein. On m'a promis quelque chose, on me l'a pas donné. Ça fait un peu de la peine, hein. Donc je t'en veux un peu, toi, je sais plus qui m'a dit « Ah, ce serait bien que tu t'attaques à Nadia et le secret de l'eau bleue parce que Atlantide, apparemment, c'est la plagié. » Eh ben non. Voilà, à Atlantide, j'ai énormément de choses à dire de mal dessus, mais je peux pas dire que ça a plagié Nadia et le secret de l'eau bleue. Hein, vraiment pas. Pas pour moi. Donc, malheureusement. Mais ouais, je suis déçu aussi par cette série pour certaines choses. Parce que voilà, on va commencer le bilan, ce que j'en pense, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais, qu'est-ce qui va pas. Alors, est-ce que c'était une bonne série? Oui. Est-ce que c'était une grande série? Non. Parce que je qualifierais cette série comme étant très inégale dans son ton, dans son récit, dans énormément de trucs, inégale dans tout en fait. Il y a des épisodes qui peuvent être géniaux dans ce que ça raconte, dans l'émotion, dans la tension, le ton, l'ambiance que ça met en place. Et des fois ça peut être à un niveau ridicule, gaguesque, saoulant, fait pour les tout petits gamins avec un budget dérisoire et c'est très en dents de scie, hein, sachant que bon c'est pas vraiment en dents de scie, c'est un peu particulier, c'est-à-dire que le début ça se met un petit peu en place, ça décolle de façon super forte et puis après ça commence à osciller. Des fois ça peut être bien, des fois ça peut être un peu moyen, voire un tout petit peu discutable, ça oscille. Après ça tombe bien bas, ça devient très discutable, très médiocre dans le récit, dans l'illustration des personnages. Ça atteint le pic de nullité à un moment donné lors de 3 épisodes particuliers, et après ça remonte pour être pas aussi génial que le pic de demi-heure qu'il y avait avant, mais pour atteindre un niveau quand même bien élevé dans les derniers épisodes, quoi. C'est assez saoulant, cette divergence de qualité qui se ressent, hein, ce qui vient, on me l'a dit, du fait que l'auteur a pas pu faire exactement tout ce qu'il voulait. Déjà de base, il n'avait pas particulièrement prévu 39 épisodes pour raconter ce qu'il voulait raconter, et certains épisodes, certains arcs ont été un petit peu forcés par les producteurs et d'autres personnes pour remplir la case de 39 épisodes, ce qui se faisait assez régulièrement à l'époque, ne serait-ce que les Mystérieuses Cités d'Or, la saison 1, c'était pareil. Aussi, avec 39 épisodes, mais Mystérieuse Cité d'Or, c'était quand même un niveau de qualité assez constant. Hein, et quelques petits hauts, quelques petits bas, mais c'est quand même assez constant comme niveau de qualité. Là, c'est clairement pas le cas. Et je tiens à préciser que je juge cette série pour son intégralité. Hein. J'ai pas faire exprès de zapper des trucs qui vont pas juste pour mieux considérer ça. Je trouve que ce serait un peu du foutage de gueule. Je juge l'œuvre par rapport à tout ce qu'on me donne. Alors c'est clairement pas ce que l'auteur voulait, mais je juge pas ce que voulait l'auteur, je juge ce qu'on donne. Voilà, je le précise ça. Donc voilà, inégalité, c'est le souci, hein, mais bon, ça veut dire que des fois c'est génial, des fois c'est mauvais. Et le récit global, quand on enlève tous les remplissages pourris, il est bien.
Vraiment, le récit global, l'intrigue centrale, elle est bien foutue, elle se suit bien. Le méchant en particulier est savoureux à regarder, quoi. C'est vraiment un méchant qui se croit supérieur, qui se donne les moyens d'être supérieur aussi et qui en impose. Il y a énormément de personnages qui me plaisent bien, de personnages de soutien qui sont très bons, très fortiches à suivre. Il y a pas mal de moments d'action forts, hein, de temps en temps, qui vous prennent au trip, qui sont très très fun à regarder. Et voilà, quoi, quand on se centre là-dessus, sur les meilleurs moments, sur le drame qu'on veut créer, sur l'intrigue globale, sur cette confrontation centrale, c'est bien. Le truc, c'est que c'est clairement pas le cas tout le temps. Donc, comme je dis, il y a du remplissage. Et ce remplissage heurte donc le récit qui perd pas mal en poids, en rythme, parce que des fois on se pose, et pas de la façon la plus intelligente qui soit. Et ça heurte donc le récit qui se met en pause dans un ton qui diffère beaucoup trop du ton sérieux et vraiment prenant qu'il y a, et qui rabaisse nos personnages quand on tombe dans ces remplissages-là, parce qu'ils se comportent de façon un peu trop ridicule, parce qu'on force vraiment les conflits forcés et stupides pour, je sais pas, rendre nos personnages drôles. Ça les rend pas drôles, ça les rend juste désagréables. Nadia, la première en tête. La première en tête, dès lors qu'on veut se centrer sur elle et que une bonne partie du temps c'est pas en lien avec l'intrigue centrale, elle devient chiante. Tout le développement superflu qu'on fait autour d'elle la rabaisse à un niveau exécrable. Et c'est ça qui fait que je ne suis pas pris vraiment dans cette héroïne et une partie des liens qu'elle forme, notamment avec Jean. Voilà. Et puis bon, il n'y a pas que Nadia qui en pâtit, Jean et d'autres personnages pâtissent de ces remplissages-là. Et vous voyez quoi, c'est vraiment deux moitiés de série qui donnent l'impression d'être vues, quoi. Une moitié qui essaie vraiment de faire quelque chose de fort et de puissant, et une autre moitié, hein, c'est-à-dire via certains arcs et certains épisodes à part de temps en temps, parce que ça, il n'y a pas seulement de certains arcs en particulier, je trouve qu'il y a certains épisodes à part dans certains arcs qui sont mieux vus, qui sont discutables, qui veulent raconter quelque chose de fort. Et ces moments où on perd du temps, ils n'aident vraiment pas le récit central, surtout quand le récit central donne l'impression d'être un peu rushé à cause de ça. Voilà, le récit central est malheureusement un petit peu trop rushé, et ce qui fait que certains trucs vont un petit peu trop vite, certaines révélations, certaines résolutions, certaines justifications, notamment le pouvoir de l'eau bleue, ce que ça peut faire, ce que ça signifie, énormément de choses comme ça va trop vite. Et voilà, il y a les bases de quelque chose de super bon là-dedans. Et de temps en temps, ça se ressent bien, quoi. Il y a des scènes, des moments de personnages, des moments d'émotions qui vous prennent aux tripes. Et c'est particulièrement frustrant de regarder une série comme ça, où on sent que ça peut être grandiose la moitié du temps, et la voir se restreindre à être passable, médiocre, l'autre moitié, c'est vraiment... C'est vraiment énervant. On aurait facilement pu, vraiment, avec tous les remplissages qu'il y a, virer l'équivalent d'une douzaine d'épisodes. C'est pas 12 épisodes précis, mais vraiment toutes les scènes à la con qui servent à rien, qui rabaissent les personnages. Facile, une douzaine d'épisodes en moins, on pourrait faire ça. Cette douzaine d'épisodes qu'on virerait, on pourrait faire 2 ou 3 épisodes pour mieux développer les choses qui méritaient d'être développées dans la résolution finale. Et là, ça aurait été du tout bon. Mais tel quel, ouais, c'est pas mal, c'est bien sans plus, parce que ça, c'est pas se centrer sur ce qui est bon, ça c'est pas faire ce qui est vraiment, pour moi en tout cas, efficace dans la narration globale, pour rendre votre scénario, votre récit aussi fort qu'il veut l'être. Donc voilà, frustrante comme série, elle se regarde, elle vaut le coup. Même s'il y a certains trucs, je ne serais pas contre de vous conseiller de ne pas les regarder, notamment les épisodes 32 à 34. Ah, ceux-là, oui, pas mal de les passer, ceux-là. Si vous pouvez les sauter, sautez-les. Mais voilà, à cause de toutes ces pertes de temps, c'est pas aussi fort que ça le pourrait. C'est franchement dommage, franchement dommage. Nadia,
le secret de l'eau bleue. Les arcs peuvent se décomposer de façon assez décousue. Des fois, ça peut durer 3 épisodes, des fois, ça peut durer une dizaine, une douzaine d'épisodes, ça dépend un petit peu. Techniquement, si on décompose cette série en arcs, on a l'arc de départ, c'est-à-dire la fuite de Grandis et compagnie par Nadia et Jean. Les 4 premiers épisodes, c'est un peu la découverte du monde, un peu facile, un peu grossière par moment, mais voilà, ça pose un petit peu l'univers. L'arc suivant, c'est l'arc de l'île de Marie, donc on va découvrir Marie et le grand méchant. L'arc suivant, donc ce sera le plus long arc, facilement de loin, de la série, c'est l'arc du Nautilus, l'arc où Jean, Nadia et compagnie seront accueillis à bord du Nautilus et y participeront. Il va y avoir pas mal de conflits, de choses qui se feront, mais vraiment je considère ça comme tout un arc. L'arc suivant, c'est l'arc des îles. Dira-t-on, on pourrait limite le composer en 2 arcs, puisqu'il y a l'arc de départ où Jean, Nadia et Marie se trouvent seuls sur leur île, et puis il y a la deuxième moitié d'arc, dira-t-on, où ils rejoignent Grandis et compagnie sur une autre île, et ils vivent des choses un petit peu différentes, mais voilà, de toute façon, que vous les considériez ensemble ou pas ensemble, ils sont ni le pire, même si c'est pas loin, ni le meilleur arc de la série pour moi. Le mini-arc suivant, ce sera l'arc du village africain, où on se pose un petit peu avant la grande confrontation finale. Et voilà, l'arc final, c'est la grande confrontation finale. Le retour du Nautilus et la confrontation contre le grand méchant Gargoyle qui se met en place. C'est plus ou moins comme ça que je configurerai les arcs personnellement. Donc, une fois qu'on a mis ça en place, qu'on a fixé ça, mon arc préféré, c'est facilement de loin l'arc de l'île de Marie. L'arc est super puissant avec un épisode qui vous prend aux tripes. Après 4 épisodes qui étaient sympathiques, mais qui donnaient pas l'impression que ça cherchait à voler super haut non plus. On met en place non seulement le grand méchant de l'intrigue qui restera le grand méchant jusqu'au bout, qui en envoie, enfin pas vraiment le grand méchant, ça viendra dans l'épisode suivant ça, mais vraiment son armée, toute cette organisation, et c'est froid et fort, surtout par rapport à l'introduction aussi du 3e personnage de notre trio principal, c'est-à-dire Marie, très tendue, cette intrigue où on ne peut pas tenir en place. Parce qu'il y a le danger constant, on ne sait pas comment s'en sortir, etc. Et lorsqu'on découvre ce méchant, toute la verve qu'il a, tout le style qu'il renvoie, on s'attend vraiment à quelque chose qui va dépoter en matière d'adversaire. Et ça sera un petit peu le cas lorsqu'il apparaîtra, ce qui sera malheureusement pas tout le temps, mais en règle générale, lorsqu'il apparaîtra, il sera toujours génial celui-là. Donc, la seule chose que je voudrais reprocher, techniquement, c'est quelques coïncidences un peu grossières à 2-3 moments dans cet arc-là, et le fait que ça aurait mérité d'être un tout petit peu plus long. Un épisode de plus pour mieux mettre en place certaines choses et la résolution de fin, ça aurait, je pense, scellé cet arc comme étant génialissime. Mais tel quel, il est très 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 bon et mon passage préféré de la série, ce qui est assez triste de voir que le passage préféré, c'est quasiment le début, en fait. Ça veut dire que le reste sera moins bon. Nadia, le secret de l'eau bleue. Le pire arc, c'est l'arc blague en fait. Si je devais vraiment choisir le pire arc sans cet arc-là, ce serait l'arc des îles. Après donc l'arc sur le Nautilus, mais le pire pour moi facilement de loin, c'est l'arc du village africain. Épilogue, je compte ça, village africain et épilogue, parce que ça correspond à 3 épisodes seulement, mais c'est de la perte de temps ridicule, nos personnages sont stupides, passent pour des glandus, où l'animation baisse, parce qu'on a malheureusement ces problèmes de baisse d'animation particulièrement gênants, et ça raconte rien d'intéressant, ça met le récit en pause, et ça casse totalement la transition d'une situation à une autre. Cet arc est particulièrement énervant et irritant dans ce que ça gâche. Et c'est facilement le pire de ce que la série a fait dans son mélange de tons. Surtout quand on voit ce qu'il y a juste avant et juste après.
c'est particulièrement irritant de voir ça et c'est pour ça que je vous conseille fortement de sauter cet arc-là, les épisodes 32, 33, 34, si vous ne connaissez pas. Parce que, à part pour quelques délires qui peuvent être un peu marrants de temps en temps, ça n'a aucun intérêt. Et c'est juste ridicule. C'est ridicule et tellement mal placé. C'est vraiment, la façon dont c'est placé, c'est aussi ce qui gêne horriblement la chose, quoi. Donc c'est particulièrement gênant cette partie-là, quoi. Et ouais, c'est ça, puis le gros problème que j'ai de divergence de ton qui est particulièrement gênante au sein de cette série, cet arc-là. Enfin bon. Voilà qui est dit pour les arcs. Passons rapidement aux personnages, en commençant par les personnages de soutien. Nadia, le secret de l'eau bleue. Alors elle, c'est limite si c'est pas une héroïne principale comme Nadia, Jean et Marie, mais on va dire quand même que c'est un personnage de soutien. Pour si je l'avais pas compté, j'aurais sans doute dit Electra, mais bon voilà, mon personnage de soutien préféré, et peut-être mon personnage préféré de toute la série, c'est Grandis. Voilà, elle est fun, elle sait être très drôle dans sa façon de se comporter et en même temps montrer une attache, un côté assez joli, assez mignon dans sa façon de se rapprocher des gens qu'elle côtoie, que ce soit son amour pour le capitaine Nemo qui peut être un peu drôle mais quand même un tout petit peu joli à voir par moments, sa façon de considérer les choses par rapport à son passé et son attache envers Nadia, elle est vraiment présente à de nombreux moments pour appuyer, épauler nos personnages et être, je pense, le soutien le plus marquant, le plus aidant qu'ils aient jamais eu. Avec ces deux compères, ces deux compagnons qui la suivent, hein, que j'aime beaucoup Hanson et Samson aussi, mais c'est elle qui centralise un petit peu ça, c'est elle qui a une personnalité qui me touche le plus, et elle tombe quasiment jamais dans les impairs un peu discutables, alors que Samson et Hanson, par moments un petit peu trop. Ils souffraient un petit peu de la connerie de certains délires d'écriture, surtout dans les arcs les plus pourris de la série. Donc, je préfère Grandis à ce niveau-là, c'est mon personnage de soutien préféré. Nadia, le secret de l'eau bleue. Bon, le pire, sans grande surprise, c'est Ayrton. Tous ceux qui ont suivi la série, je pense, seront plus ou moins d'accord avec ça. Je vois personne dire « Ah, moi, j'aime bien Ayrton. Je trouve qu'il est mieux que certains autres personnages. » Non, je pense qu'il ne doit pas y avoir grand monde qui pense ça. Il se force un moment dans l'histoire de façon n'importe quoitesque. Lorsqu'il réapparaît, déjà son introduction, je l'ai jamais trouvé très intéressant en tant que personnage. Son introduction était pas folichonne et lorsqu'il réapparaît pour être un perso plus récurrent, j'arrête pas de me poser la question, à quoi ça sert qu'il soit là? Ça sert à rien. On le force pour créer un autre perso de soutien alors qu'on avait déjà une dynamique de groupe suffisamment efficace avec nos trois jeunes héros et la team Grandis. Il fait tache dans l'eau. Surtout qu'il n'aura aucune contribution dans quoi que ce soit. Dans quoi que ce soit. Il n'aura aucune idée qui fera bouger les choses ou quoi que ce soit. Il servira à rien. Et il sera saoulant. Un lourdeau pas possible, quoi. À un ou deux moments, il y a eu quelques petites conversations qui passaient bien, mais il a perdu tout respect de ma part lorsque on l'a montré essayer quasiment de violer Grandis parce que, je sais pas, il voulait un petit peu la forcer à être avec lui pour une raison stupide. Genre, ma proie, il faut qu'elle soit à moi, des conneries comme ça. Et après, c'est le glandu qui comprenait rien à ce qui se passe, fallait qu'on lui explique la situation. Il servait à rien, quoi. Il servait à rien, et non seulement il servait à rien, mais en plus, il était lourd à la plupart de ses interventions. Je le supporte tellement pas, le gars. Donc, le pire perso de la série, tout confondu pour moi, ce type. Hein. Bon, les méchants, très rapidement, on va pas faire de comparaison. Techniquement, il y a Gargoyle.
Voilà, il y a un méchant de passage qui dure un épisode et demi. Est-ce qu'on va vraiment le compter, ce qu'on a? J'ai pas vraiment l'intention de le compter. C'est celui de l'arc du village africain, je m'en fous réellement. Et en dehors de ça, on n'a pas vraiment de méchant ou d'antagoniste particulier. Donc, le seul truc aussi que j'aurais légèrement à reprocher avec Gargoyle, c'est le fait que voilà, c'est lui qui représente tout le camp des méchants. Et on n'a jamais vraiment de second qui se démarque. Genre ouais, c'est Gargoyle qui représente tout, et à côté de ça, il y a personne à côté de lui, aucun bras droit, aucun homme de confiance ou femme de confiance qui pourrait avoir un rôle un peu important dans le conflit. C'est lui qui est au centre de tout, et ouais, il a une marionnette à sa main qu'on voit dans les derniers épisodes mettre en avant, mais en dehors de ça, c'est lui qui gère tout. Ce qui fait qu'il est très bon en soi, donc c'est le seul vrai méchant, donc c'est le meilleur par élimination, hein. Mais même sans compter ça, il est très bon, Gargoyle. J'aime beaucoup le personnage. Sans doute, je dirais que c'est mon personnage préféré de la série, parce que c'est un méchant qui a vraiment la classe. Mais techniquement, il n'y a aucune vraie compétition à avoir. Nadia, le secret de l'eau bleue. On passe donc à nos protagonistes, qui sont techniquement au nombre de 3, c'est-à-dire Nadia, Jean et Marie. À nouveau, techniquement, j'aurais pu compter Grandis et sa team dans le lot. J'aurais peut-être pu compter Nemo aussi, mais oui, ils apparaissent pas aussi souvent que ça et on se centre vraiment sur comment Nadia et Jean réagissent à ça. Ce qui peut être un petit peu gênant dans le fait qu'ils ont très peu d'impact dans les résolutions des conflits importants principaux, Nadia et Jean, surtout à la fin, ce qui est assez frustrant, vu que c'est vraiment entre Nemo et Gargoyle le conflit central. Donc c'est un petit peu ennuyeux ça, mais n'empêche que j'aurais du mal à dire que Nemo est un personnage central, un protagoniste à fond, vu qu'il y a facilement un gros tiers d'épisodes dans lesquels il n'apparaît pas. Et on se centre très très peu sur lui, à part dans quelques épisodes ci et là. C'est difficile de le considérer comme un protagoniste sur 39 épisodes. Hein, si c'était une série plus longue, à ce moment-là, ce genre de présence plus saccadée serait pas trop grave, mais 39 épisodes, être présent qu'une vingtaine d'épisodes en tout et pour tout, c'est difficile de considérer ça comme vraiment un personnage principal pour moi. Bah bon, voilà, c'est histoire de dire, bon, techniquement, on pourrait compter d'autres persos comme protagonistes. Une fois de plus, c'est mon interprétation, hein. Ça va pas être la vôtre. Je tiens à le préciser, parce que il y a des gens, et j'adore ce que vous faites, hein. Vraiment, j'adore que vous essayez de suivre un petit peu la même structure que moi. Alors voilà, moi, ce que j'ai pensé, le meilleur arc, le pire arc, le meilleur perso de soutien, etc., etc. Vous n'avez pas à vous calquer sur comment je définis ce que doit être un perso de soutien, ce que doit être un protagoniste. Vous voyez ça, interprétez ça un petit peu comme vous le voyez. Que ce soit clair. Donc si vous voulez les considérer Nemo ou Grandis comme des protagonistes, n'hésitez pas. Voilà. Moi, donc, je considère comme protagonistes seulement les 3 personnages de Nadia, Jean et Marie. Et donc à ce niveau-là, quel est mon meilleur protagoniste? Alors ça se joue entre Jean et Marie, hein, sans conteste. Et ça va vous choquer, je pense, mais je préfère Marie. Voilà, parce que il faut bien comprendre que, étant donné qu'ils sont au centre de l'histoire durant toute la série, ceux-là, ce sont les plus touchés par le mélange de tons particulièrement emmerdant. Et donc ça rabaisse beaucoup les personnages, hein, les 3 personnages. Et celle qui en pâtit le moins pour moi, c'est Marie, en dépit du fait qu'elle est moins utile que Jean. Jean aide beaucoup plus à régler certaines choses, même si, je le redis, il aurait pu avoir plus d'utilité dans les grands conflits centraux, mais c'est pas trop grave ça. Le fait est que Jean est rabaissé à pas mal d'occasions, mentalement, dans énormément de scénarios gags, alors que Marie, ça lui arrive, mais moins souvent, je trouve. Et donc voilà, je vais préférer Marie pour ça, parce que, même si elle est techniquement un peu inutile en soi, je trouve que c'est super joli de la part du personnage de montrer ce côté naïf et optimiste en dépit de toutes les merdes qui lui tombent sur la gueule. Vraiment, j'ai
J'ai une attache particulière, j'ai une peine sincère envers elle. Cette petite fille qui n'a rien demandé, qui cherche juste à vivre heureuse avec sa famille, qui se verra subir toutes ces choses affreuses et rester quand même avec Jean et Nadia, être toujours là avec eux en les aimant, en se montrant positive, en les appuyant du mieux qu'elle peut de ses 4 ans. Il y a quelque chose de tellement joli là-dedans, de montrer une petite fille vraiment toute jeune, supporter tout ça avec son regard de petite fille et ne pas lâcher sa positivité. C'est assez joli, ça m'a touché ça. Alors que Jean, oui, il arrive à m'impressionner par certaines de ses trouvailles et le fait qu'il soit bien courageux quand il faut, mais ça n'a pas su me marquer tout à fait autant que la positivité de Marie. C'est pour ça que je préfère légèrement Marie. Sinon bon, pour le pire personnage principal, je pense que c'est assez évident. Nadia, le secret de l'eau bleue. Voilà, Nadia. Et une fois de plus, sur le concept, elle a de quoi être géniale. Et quand on se centre un peu sur elle, ce qu'elle risque, et qu'on évite les conflits d'intérêts pourris entre elle et Jean, ces conflits de considération avec le Nautilus, des tonnes de conneries comme ça, quand on raconte juste son histoire, ce qu'elle doit confronter, affronter, elle est un peu touchante, Nadia. Sur la fin, dans les derniers épisodes, elle est touchante. Le truc, c'est que ça représente un cinquième de la série. Les 4/5, elle est gavante. Elle est irritante, elle s'énerve pour un rien. Il y a des tonnes de redondances par rapport au fait qu'elle est végétarienne et qu'elle déteste le fait qu'on mange de la viande, par rapport au fait que la violence c'est mal, par rapport au fait que tu dois faire ça pour moi, occupe-toi de certains trucs, t'es inutile, Jean, tu fais tout ça. Ce genre de truc, ça s'arrête pas de se répéter et je trouve ça totalement inutile pour le développement du personnage. Si encore on avait mis le frein là-dessus et juste montré de temps en temps des moments comme ça, mais ça représente une grosse majorité des moments de personnages autour d'elle, des moments où elle se plaint, où elle gueule, où elle s'irrite de tout et elle devient antipathique une majorité du temps. Et je me suis accroché, quoi. Je me suis dit, tiens, il y a quand même quelque chose de bien derrière le personnage. Mais plus ça avançait, plus j'ai fini par me dire, vous savez quoi, va te faire foutre, Nadia. Va te faire foutre. Il y a un moment donné, si tu veux avoir un caractère de cochon à ce stade, en attendant aussi longtemps pour te remettre en cause, va te faire foutre. T'as atteint un point de non-retour, et en dépit des moments forts qu'il y a autour de toi, ne serait-ce que vers la fin, j'arrive plus à t'apprécier. Après, je te préfère encore à Ayrton, c'est sûr, mais voilà, c'est censé être toi qui est au centre de l'intrigue, toi qui es au centre de cette histoire, et qu'on t'ait rendu aussi imbuvable, aussi souvent, aussi longtemps au sein de la série, ça n'a pas marché. Et c'est ça qui rabaisse pas mal mon appréciation de la série, quoi, quand votre personnage titre est imbuvable. Et Jean aussi a un peu droit, mais c'est pas aussi poussé, mais voilà, Nadia, je trouve pas qu'elle casse des briques, même si elle avait de quoi. Elle avait une très bonne base pour, mais on n'a pas su bien l'exploiter, cette base. Et même avant l'arc des îles. Hein. Avant l'arc des îles, elle était déjà assez imbuvable. Hein. Donc, c'est pas seulement en dépit de la vision de l'auteur, ça. Même quand l'écriture était régie par l'auteur de base et donc sa vision d'origine, elle était déjà pas mal gavante à plusieurs moments. Donc, c'est un truc qui est présent depuis très tôt, ça. Et... En tout cas, voilà qui conclut les personnages et on termine, comme d'habitude, sur les meilleurs et les pires épisodes, en commençant par le top 3 des meilleurs épisodes. Nadia, le secret de l'eau bleue. En numéro 3, nous avons le secret du continent disparu, un moment assez fort où, pour pleurer leur mort via un certain truc qui s'est passé, l'équipage du Nautilus va se rendre dans ce qui reste d'Atlantide et simplement passer du temps ensemble. C'est ça le truc, on voit juste nos personnages êtres humains, voir leur peine
face à ce qu'ils recherchent, leurs objectifs, ce qu'ils sont prêts à abandonner, mais quand même le respect pour ceux qui sont perdus en route, tout en montrant davantage le développement de Jean par rapport à une quête qu'il a depuis le début de la série, c'est-à-dire à son père, qu'est-ce qu'il est devenu, il est toujours à sa recherche. On donne une réponse claire, comment il le vit, comment il assimile tout ce qu'il vient de subir, ne serait-ce que dans l'épisode précédent. C'est un moment très bon, très fort, où c'est une des rares fois où la relation entre Jean et Nadia est touchante, parce que une fois de plus, la majorité du temps c'est pas le cas, parce qu'ils se posent, ils discutent, et il y a Jean qui a cette petite introspection qui se ressent. C'est très bon, visuellement il y a une bonne recherche dans la ville d'Atlantide, et ouais quoi, on découvre pas mal de moments de personnages parmi cet équipage, parmi nos trois héros qui les accompagnent, qui sont assez émouvants. C'est bien foutu en termes d'ambiance et de personnages. En numéro 2, attention spoilers, nous avons la trahison d'Electra. Donc le final de l'arc du Nautilus, où on a enfin des réponses sur le passé de ces gens, où on clarifie ce que ressent Electra par rapport aux décisions de Nemo. Ça fait du lien assez bien foutu entre certaines de ses réactions avant dans l'arc précédent, donc dans cet arc, et c'est juste des au revoir assez déchirants entre nos héros, nos jeunes héros, et le Nautilus, où ils ont passé tout ce temps, et qui ne peut plus les accueillir parce qu'ils sont dans une situation assez particulière, assez précaire. Et je trouve ça très bon. Cette façon qu'a Electra d'afficher sa frustration, pourquoi elle en veut à Nemo, pourquoi Nemo n'a pas dit certaines choses à Nadia, le drame de la réaction de Nadia, ce genre de choses. C'est juste du moment de révélation et d'émotion puissant qui affiche avec une force palpable la mentalité de nos personnages. Electra en tête, qui est particulièrement touchante à ce moment-là. Et en numéro 1, ça ne devrait surprendre personne qui a suivi mes réacs, l'île de Marie. À nouveau, l'introduction de ce groupe de méchants qui est magistrale dans la mise en scène, dans la découverte de nos héros, quoi. Qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, cette change de donne, si j'ose dire, parce que durant les 4 premiers épisodes, on s'attend pas particulièrement à ce genre de conflit-là. Là, tout d'un coup, paf, en pleine gueule, de façon bien froide, et ça crée des moments de tension, de fuite, de recherche, où nos héros doivent réagir au quart de tour pour pas se faire tuer. L'introduction du personnage de Marie dans un drame mené de main de maître, pour moi, qui m'a fait vraiment chialer à un niveau que j'atteins pas souvent en regardant un épisode de série. C'est-à-dire quand ça me fait chialer à chaudes larmes pendant pas mal de temps. C'est rare que ça arrive, quoi. Ça arrive relativement souvent d'avoir une larme à l'œil lorsque je suis ému par quelque chose. Lorsque je suis vraiment au stade de chialer sans pouvoir lire le texte, les sous-titres de ce que je suis, c'est que c'est quand même un moment fort, quoi. Donc ouais, le drame est super bien foutu, l'introduction, que ce soit de Marie, du nouveau groupe de méchants, parfaite. Cet épisode, la seule chose que j'ai à lui reprocher, c'est le côté un peu comme par hasardesque de l'amorce de début. Mais sinon, c'est quasi parfait dans ce que ça veut raconter. Donc ouais, quoi, ça peut atteindre un niveau vraiment élevé quand ça veut en termes de qualité. Mais de l'autre côté, ça peut atteindre un niveau assez bas en termes de défauts. Nadia, le secret de l'eau bleue. Et ouais, comme pour les bons épisodes, il y avait un peu de choix dans les mauvais. Donc il y a une liste assez grande. J'ai vite décidé du top 3 des pires parce que quand même il y en avait surtout 2 qui se démarquaient bien. Le troisième, en rétrospective, c'est le plus chiant à regarder en fin de compte, tant je trouve qu'il sert à rien. Donc voilà, mon numéro 3, c'est l'île de la sorcière, c'est-à-dire l'épisode de transition entre la première moitié de l'arc des îles et la seconde moitié de l'arc des îles, où donc on passe d'une île à l'autre, en gros, hein, c'est plus ou moins ça. Et donc, il y a énormément de choses qui vont pas.
la façon dont c'est assez forcé, même si bon, c'est assez logique que cette île se trouve à cet endroit-là via un truc qui sera révélé plus tard, mais c'est pas ça qui me pose problème, c'est la façon dont d'autres personnages se trouvent sur cette île qui est forcée. Le personnage d'Ayrton, donc, qui voit sa grande réintroduction dans un moment ridicule, quoi, on explique comment il se trouve là, mais c'est n'importe quoi, et ouais, des tonnes de remplissage en fait. Ce qui se passe, ça aurait pu être résumé en 3 minutes. 3 minutes, mais il y a du remplissage déjà avec les gens qui forcent Nadia à manger de la viande sans qu'elle s'en aperçoive, et ça mènera à que dalle, mais il n'y aura rien pour rebondir là-dessus. C'est juste, on t'a piégé, t'as mangé de la viande, tu t'en rends pas compte, c'est drôle. Non, c'est pas drôle, c'est rien du tout, c'est de la merde. Vous jouez même pas là-dessus, et en plus, piéger un végétarien à manger de la viande, c'est très drôle ça, très drôle. Il y a tout ce passage où on découvre cette île, où on met 3 plombes à se décider à y aller avec des délires sur King qui fait le con en cerf-volant, ça sert à rien ça. Il y a cette découverte de l'île où Ayrton raconte des tonnes de trucs sans intérêt. Tout ça pour mener à une espèce de révélation, des gens apparaissent, qui ça peut bien être, alors qu'on sait clairement, vu qu'on nous montre qui ça va être. C'est de la grosse perte de temps débile, où on a vraiment 2-3 minutes à sauver, en fait, cet épisode. 2-3 minutes, pas plus. Et donc, c'est assez irritant, quoi. Et oui, c'est déjà bien mauvais, mais le reste est encore pire pour moi, puisque le numéro 2, c'est le sauvetage. Donc, le deuxième épisode de l'arc du village africain. Ouf, c'est tellement stupide. Nos personnages sont juste stupides. J'ai rien à dire de très précis là-dedans. Les conflits sont stupides. Nadia traite Jean comme de la merde pour rien. Il y a un conflit d'intérêts qui signifie rien, puisque le deuxième mec, en plus de Jean qui est censé en vouloir à Nadia, vouloir être avec Nadia, en fait, il n'est pas attiré par elle. Donc pourquoi il est aussi excité pour la sauver à la place de Jean, c'est n'importe quoi. Le conflit entre Grandis et son ancien amoureux, ça aurait pu être intéressant sur le principe, mais c'est géré avec le cul, où Grandis se comporte stupidement. Et vous voyez, la seule chose de bien que j'ai à dire, c'est que à la toute fin, vers la fin, il y a tout un enchaînement gaguesque qui, si on le prend totalement à part, est assez drôle. Voilà, si je considère ça comme du gros cartoon, pendant 1 minute, il y a un enchaînement gaguesque qui est drôle. Le reste, c'est complètement stupide et ridicule. Et nos personnages sont totalement rabaissés pour rien. C'est cet épisode-là qui appuie de façon particulièrement forte et froide le côté perte de temps de cet arc. Le reste est déjà pas mal gratiné, les autres épisodes de cet arc sont mauvais, mais celui-ci c'est la cerise, quoi. C'est le pic de nullité. Et pourtant il y en a un que je trouve légèrement pire, pas beaucoup mais tout de même légèrement, Attila le délaissé, ou plutôt King le délaissé, oui parce que j'ai regardé ça en VO moi. Mais bon, on va se centrer, pas tant sur King que ça, que sur de l'histoire de cœur entre Jean et Nadia, qui est mis en pause de façon stupide. Ça avait l'air bien parti pour décoller, et tout d'un coup on nous dit, allez vous faire foutre, on va créer un quiproquo de merde, où Nadia passe pour une salope, et où Jean passe pour un crétin fini, parce que bon lui aussi il subit un petit peu la chose, pour ne pas concrétiser de façon directe, totale, leur couple. Parce que ce serait pas amusant sinon. Voilà, ils peuvent pas concrétiser à ce moment-là, ce serait pas amusant. Donc le début, un tout petit peu joli entre eux, qu'on instaure au début, totalement gâché. Et à côté de ça, on va avoir, une fois de plus, du remplissage débile. Mais le plus débile des remplissages qu'on a de toute la série. Avec King qui fera chier le monde par jalousie pour des conneries. Marie qui se montrera totalement sadique pour que dalle, pour le gag. Et des moments mais ultra cartoonesques, ridicules et stupides quoi. Le plus cartoonesque qu'on ait fait dans toute la série. Et c'est particulièrement affligeant de faire la comparaison avec des épisodes plus tard. Je veux dire, dans cet épisode, on a Jean qui fait une chute genre de 30-40 mètres en mode bip bip et coyote.
Et dans un épisode assez sérieux beaucoup plus tard, il fera une chute un peu moins élevée, mais quand même bien élevée, où ce sera assez grave, quoi. Ce sera traité au sérieux. Vous pouvez pas faire de poids de mesure, quoi. Vous pouvez pas rendre une chute gaguesque, cartoonesque, et dans un épisode futur dire que c'est super grave. C'est se foutre de la gueule du monde, ça. Totalement. Il y a un délire qui sert à rien, qui s'étendra sur 7 putains de minutes de rêve. C'est de la perte de temps abyssale, la plus pourrie qu'on ait faite de toute la série. Pendant la grosse moitié de l'épisode, je vous jure, c'est particulièrement irritant, hein, cet épisode. Le pire pour moi, il n'y a rien à sauver là-dedans. Il n'y a rien à sauver. C'est pour ça que c'est le pire. Même l'épisode, le sauvetage, l'épisode 33, je peux au moins l'apprécier à un micro-moment pour le gag qui reste drôle. Même le gag est pas drôle si on le prend en soi, c'est ridicule, c'est tout. C'est juste la plus grosse insulte de la série pour moi. En termes de perte de temps. Et ouais, je peux tellement pas supporter celui-là. Et ouais, quoi, c'est, comme je l'ai dit, particulièrement frustrant de voir ça. De voir que ça peut atteindre un sommet particulièrement délectable en termes de qualité et descendre à un pic particulièrement irritant en termes de défauts. De voir ce niveau-là au sein d'une même série, même pas une même saison techniquement, c'est pas comme si on passait d'une saison à l'autre, ça explique même pas ça, ça justifie même pas ça, c'est du gâchis. C'est du gâchis de mélanger à ce point les torchons et les serviettes, si j'ose dire. Parce que voilà, si je vais vraiment résumer cette série au bout du compte, c'est mélange de torchons et de serviettes. Mais ouais, serviettes haut de gamme, quoi, à 3 étoiles. Hein, et des torchons bien crades, bien pourris, quoi. Ce mélange-là qui s'opère. C'est ça, cette série. Et c'est frustrant parce que si on avait pu se centrer sur vraiment ce qui marchait là-dedans et se tenir à ça, limite faire une série plus courte, parce qu'il y a clairement moyen de faire plus court avec tout le remplissage que vous nous avez fourré, vous auriez pu avoir une grande série. Mais telle qu'elle, elle est pas mal, comme je l'ai dit. Là, ça va pas beaucoup plus loin que ça, alors que ça aurait pu. Dommage. Vraiment dommage. Et bon, je qualifierais clairement pas cette série parmi mes préférés de tous les temps, c'est sûr. À cause de ça. En tout cas, voilà, je radote, je m'excuse. Merci d'avoir suivi. On se donne rendez-vous dans un certain temps. C'est encore à déterminer ça pour la prochaine réac. Hein. Je pense que je vais faire une pause assez prononcée. On verra ça plus en détail une autre fois. À très bientôt. Au revoir.